Imaginez grandir en portant un nom qui n'est pas le vôtre. Un surnom cruel, chuchoté dans votre dos, crié dans la cour de l'école, le bâtard, le fils du gitan. C'est l'histoire de Léo, un jeune homme dont l'enfance a été volée par les rumeurs d'un petit village et la froideur d'une famille qui n'en était pas une. Son seul crime, être né. Mais le destin est parfois un dramaturge ironique. L'homme qui détenait la clé de son passé, l'homme qui pouvait soit le détruire à nouveau, soit lui offrir la vérité, était bien plus proche qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Accrochez-vous, car cette histoire vous montrera comment les blessures les plus profondes peuvent parfois mener à la plus inattendue des révélations. Valmont-sur-Eure est un de ces villages de Normandie où le temps semble s'étirer, paisible et immuable. Mais, sous le clocher de l'église et les toits d'ardoise, les secrets macèrent comme des fruits trop mûrs. Pour Léo, ce village était une prison à ciel ouvert. Orphelin de mère, élevé par sa grand-tante Solange, une femme dont le cœur s'était asséché en même temps que ses espoirs. Chaque jour était un rappel de sa condition. Il n'était pas un neveu, mais un fardeau. Sa mère, Élise, était un souvenir interdit, une silhouette fantomatique dont le nom n'était prononcé qu'avec mépris. Et son père était une ombre, une rumeur, un homme du voyage, un manouche qui, selon la légende du village, avait séduit sa mère avant de disparaître. Léo a grandi avec ce poison dans les veines, convaincu d'être une erreur, une anomalie, dans le paysage bien ordonné de Valmont. La poussière de la cour d'école grattait sa gorge. Le goût métallique du sang emplissait sa bouche. Léo gisait sur le sol, l'arcade sourcilière ouverte, le souffle court. Au-dessus de lui, le visage ricanant de Kevin, le fils du maire, se déformait sous le soleil de juin. Alors, le manouche, on fait moins le malin? Les autres riaient, un rire gras, cruel, qui ricochait contre le mur de l'école. Léo serra les poings, la terre sèche s'incrustant sous ses ongles. La rage monta, une vague brûlante qui effaça la douleur. Il se projeta en avant, ignorant le cri de Manon, la seule qui essayait de s'interposer. Il ne voulait pas de sa pitié, il voulait juste que ça s'arrête. Le bruit sourd de son poing rencontrant la mâchoire de Kevin fut presque une satisfaction. Mais la victoire fut de courte durée. Les amis de Kevin se jetèrent sur lui. La cloche sonna la fin de la récréation, sonnant comme le glas de sa propre dignité. Il poussa la porte de la vieille maison en pierre. Le grincement familier était comme un avertissement. Dans la pénombre de la cuisine, l'odeur de choux bouillis et de javel flottait, immuable. Solange se retourna de l'évier. Ses yeux gris, durs comme des silex, se posèrent sur sa chemise déchirée, sur son visage tuméfié. Pas un mot de réconfort, pas une once d'inquiétude, juste un soupir las et exaspéré. « Encore? Mais tu es maudit, ce n'est pas possible. Regarde-moi cet état. Tu fais honte à cette maison, tu fais honte au nom que tu portes, enfin, au nom que l'on t'a donné. » Chaque mot était une gifle. Elle attrapa son bras avec une force surprenante pour sa silhouette frêle. « Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas. Puisque tu aimes te battre comme un sauvageon, tu vas apprendre ce qu'il en coûte. » Le cœur de Léo se serra. Il connaissait cette lueur dans ses yeux. C'était la promesse d'une douleur à venir, froide et méthodique, bien pire que les coups reçus dans la cour. Le monde se mit à tourner. Les carreaux de ciment de la cuisine se dérobèrent sous ses pieds. La voix de Solange devint un bourdonnement lointain, déformé. Il sentit ses genoux céder. La dernière chose qu'il vit fut le visage de sa tante, non pas inquiet, mais furieux, comme s'il s'évanouissait, exprès pour la contrarier. Le noir l'engloutit, un noir frais, presque apaisant, loin des regards et des coups. Quand il reprit conscience, une odeur différente avait remplacé celle de la cuisine, une odeur d'éther et de savon de Marseille. Une main douce et fraîche était posée sur son front. Il ouvrit les yeux. Le visage ridé et bienveillant du docteur Moreau flottait au-dessus de lui. « Doucement, mon garçon, tu nous as fait une belle peur. » À côté, Solange se tenait les bras croisés, le visage fermé. « C'est de la comédie tout ça, marmonna-t-elle. » Mais le médecin l'ignora, ses yeux continuant de sonder ceux de Léo avec une infinie tristesse. « C'est encore Kevin, n'est-ce pas ?» demanda doucement Isabelle Moreau en appliquant un coton imbibé d'antiseptique sur sa coupure. Léo grimaça,
mais ne répondit pas. Le silence était sa seule armure. Il t'a encore traité de... Elle n'acheva pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Ce mot flottait dans l'air de Valmont depuis la naissance de Léo. Solange intervint, la voix acérée. Et alors, ce n'est pas une raison pour se comporter comme un animal. Son père était pareil, sans doute. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Le docteur Moreau se tourna vers elle, et pour la première fois, Léo vit de la colère dans ses yeux habituellement doux. « Assez, Solange, c'est un enfant, et vous savez aussi bien que moi que ce ne sont que des mensonges. Vous étiez là, vous connaissiez Élise. » Un silence lourd s'installa dans la pièce, un silence chargé de souvenirs et de non-dits. Solange détourna le regard, pinçant les lèvres, et Léo sentit qu'il venait de toucher du doigt un secret bien plus grand et plus douloureux qu'une simple bagarre d'enfant. Pendant que Solange préparait une tisane à la verveine avec des gestes secs et rageurs, l'esprit d'Isabelle Moreau dériva des années en arrière. Elle revoyait Élise, la mère de Léo, non pas comme le fantôme honteux que sa sœur décrivait, mais comme une jeune femme pleine de vie, les yeux brillants d'espoir dans leur petit appartement d'étudiante à Rouen. Elle se souvint du soir où Élise était rentrée, le visage illuminé, incapable de contenir sa joie. « Je l'ai rencontré, Isa, l'homme de ma vie. Il s'appelait Stéphane Dubois, un étudiant en droit, brillant, charismatique, issu d'une riche famille de la ville. » Isabelle avait souri, un peu inquiète devant tant d'emballement. Leur rencontre avait été digne d'un film. Élise avait failli tomber dans la rue et il l'avait rattrapée. Un cliché, mais pour eux, c'était le début d'un conte de fées. Un conte de fées dont Isabelle, avec le recul, savait maintenant qu'il se terminerait en tragédie. Leur amour était une évidence, une force de la nature. Stéphane était fou d'Élise, de sa douceur, de son rire simple qui semblait pouvoir effacer toutes les complications du monde. Mais le monde, lui, ne s'effaçait pas si facilement. Les parents de Stéphane, Gérard et Martine Dubois, notables de Rouen, voyaient cette idylle d'un très mauvais œil. Une fille de la campagne, orpheline de père, dont la mère était ouvrière agricole, impensable. Ils lui posèrent un ultimatum. Cette fille, ou sa famille, son héritage, son avenir tout tracé dans le cabinet d'avocat familial. Stéphane, dans un élan de romantisme et de défi, choisit Élise. « On s'en fiche, mon amour, lui disait-il en la serrant dans ses bras. On va s'installer à Valmont, près de ta mère, je trouverai du travail. On sera heureux. » Élise, amoureuse, le croyait. Elle ne voyait pas que Stéphane, en coupant les ponts avec sa famille, venait de scier la branche sur laquelle tout son être était construit. La vie à Valmont fut d'abord idyllique. Les premiers mois furent une lune de miel prolongée dans la petite maison de la mère d'Élise, Madeleine. Mais la réalité rattrapa vite le jeune couple. Stéphane ne trouvait pas de travail à la hauteur de ses ambitions. Le mépris silencieux des villageois pour ce gosse de riche qui avait tout abandonné par amour le rongeait. Il devenait irritable, distant. C'est à ce moment-là que le camp des gens du voyage s'installa en lisière de la forêt, comme chaque été. Avec eux, il y avait Django, un jeune homme au sourire éclatant et aux yeux noirs pétillants de vie. Il était tout ce que Stéphane n'était plus, insouciant, libre, rieur. Les femmes du village, qui travaillaient avec Élise à la conserverie locale, ne se privaient pas de commentaires. « Fais attention, Élise, ton bel avocat a l'air de s'ennuyer. Ce gitan, lui, il ne te lâcherait pas des yeux. » Élise riait, mal à l'aise, sans savoir que ses plaisanteries empoisonnées étaient en train de tisser sa toile. Django était charismatique, c'était indéniable. Il s'amusait à complimenter Élise lorsqu'il la croisait, lui lançant des œillades théâtrales qui la faisaient rougir et presser le pas. Un jour, il l'attendit à la sortie de la conserverie. « Vous êtes belle comme une fleur des champs, mademoiselle. Votre homme a bien de la chance, mais il devrait mieux s'occuper de ses fleurs. Elles risquent de faner. » Élise, choquée et en colère, lui répondit sèchement. « Je suis mariée et j'aime mon mari. Laissez-moi tranquille. » La scène, brève et sans conséquence, fut observée par 2 commères du village. Le soir même, l'histoire était transformée. Ce n'était plus une plaisanterie lourde, mais une conversation secrète, un rendez-vous. La rumeur enfla, se déforma et parvint aux oreilles de Stéphane, déjà aigri et en proie au doute.
Le poison commençait à faire effet, trouvant un terreau fertile dans son orgueil blessé et son sentiment d'échec. Quand Élise lui annonça sa grossesse, le visage de Stéphane ne s'illumina pas de la joie qu'elle espérait. Une ombre passa dans ses yeux. Le doute, alimenté par les messes basses du village, s'était mué en certitude. La grossesse progressa dans une atmosphère glaciale. Stéphane ne lui touchait plus le ventre, ne parlait plus de l'avenir. Le jour où Léo naquit, avec ses cheveux noirs de jais et sa peau mate, ce fut le coup de grâce. Pour Stéphane, c'était la preuve irréfutable de la trahison. « Ce n'est pas mon fils », lâcha-t-il, les mots froids, comme des lames de rasoir dans la petite chambre de la ferme. En vain, Élise pleura, jura, supplia. Il ne voyait plus la femme qu'il aimait, mais une étrangère qui l'avait humilié. Une semaine plus tard, il fit sa valise. « Mes parents avaient raison, j'ai gâché ma vie pour toi. » Il partit sans un regard pour le berceau, laissant derrière lui une femme brisée et un nourrisson qui porterait à jamais la cicatrice de son abandon. Élise ne se remit jamais vraiment. Elle dépérissait à vue d'œil, se consacrant entièrement à son fils, mais une lueur s'était éteinte en elle. Pour échapper aux regards accusateurs du village, elle décida de partir. Elle trouva un petit travail dans une ville voisine, une vie grise et solitaire. Quelques années plus tard, un appel déchira la quiétude de Madeleine, sa mère. C'était l'hôpital, une péritonite. Ils avaient fait ce qu'ils pouvaient, il était trop tard. Madeleine s'effondra. Elle ramena le petit Léo à Valmont, ce village qui avait détruit sa fille. Elle l'éleva avec un amour infini mais teinté de la plus profonde des tristesses. Mais le chagrin est un mal qui ronge. 2 ans plus tard, sentant ses forces l'abandonner, elle fit appeler sa sœur, Solange. « Promets-moi, Solange, promets-moi de veiller sur lui. C'est le fils de ma fille. Il est de notre sang. Ne l'abandonne pas. » Solange, le cœur sec mais lié par un sens du devoir familial intransigeant, promit. Une promesse qui sonnait déjà comme une condamnation pour le petit garçon. La vie avec Solange était un long hiver sans fin. Le travail était le seul langage qu'elle comprenait. Dès que Léo fut assez grand, il dut nettoyer les tables, nourrir les poules, bêcher le potager. Ses mains d'enfant devinrent calleuses, son dos se courba sous le poids des tâches. Pendant que les autres garçons jouaient au football sur la place du village, il curait les clapiers. Solange ne le battait pas souvent, sa cruauté était plus subtile. Elle le privait d'affection, de mots gentils, le nourrissant de silence et de reproches. Son seul refuge étaient les livres de la bibliothèque municipale et les brefs instants où son regard croisait celui de Chloé, la plus jolie fille de l'école. Il lui offrait des fleurs des champs, déposées anonymement sur son banc. Elle ne sut jamais que c'était lui. Manon, la fille de la femme de ménage de l'école, le voyait faire. Elle ne disait rien, mais son regard silencieux était la seule marque de compassion qu'il ait jamais reçue. Les années passèrent, transformant le garçon frêle en un jeune homme solide et silencieux. Le jour de ses 18 ans, une lettre arriva, l'appel sous les drapeaux. Pour Léo, ce n'était pas une contrainte, mais une porte de sortie, une évasion. Il fut affecté aux chasseurs alpins. La montagne, l'effort physique, la discipline stricte, tout cela était une libération. Le soir de son départ, il alla voir Chloé. Il lui avoua maladroitement ses sentiments et lui demanda de l'attendre. Elle rit, gênée. « L'armée ? Oh, Léo, moi je vais faire des études de droit à Rouen, c'est plus mon genre. » Ces mots le blessèrent, mais il garda espoir. Il lui demanda de venir à la gare le lendemain. Le matin du départ, le quai était bondé de familles, de petites amies en pleurs. Léo scrutait la foule, cherchant le visage de Chloé. En vain, elle n'était pas là. Mais alors que le train commençait à s'ébranler, il l'aperçut. Non pas Chloé, mais Manon. Elle se tenait à l'écart, un petit paquet à la main, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. L'armée le forgea. Loin de Valmont, pour la première fois de sa vie, il n'était plus le fils du gitan. Il était le soldat Martin, jugé sur ses capacités, sa force, son endurance. Les sommets alpins, balayés par le vent, purifièrent son esprit. Il apprit la camaraderie, la solidarité, le respect gagné à la sueur de son front. Ses camarades devinrent la famille qu'il n'avait jamais eue.
Il le taquinait sur son absence totale de courrier. « T'es un orphelin, Martin? Personne pour t'écrire ?» Il leur raconta son histoire, sobrement, une seule fois. Après cela, ils ne posèrent plus de questions. Ils partagèrent avec lui leurs colis, leurs lettres, leurs photos de famille. Léo découvrait un monde où les liens n'étaient pas définis par le sang ou la rumeur, mais par l'entraide et le respect mutuel. Il revint de son service militaire 1 an plus tard, le corps plus affûté, le regard plus droit. Il était devenu un homme. Son retour à Valmont fut d'une froideur polaire. Solange l'accueillit avec le même regard las. « Te voilà, tu es un homme maintenant. J'ai tenu la promesse faite à ma sœur. Tu es majeur, tu as fait ton service. Ma part du marché est remplie. » Elle désigna la porte. « La maison de ta mère te revient. Les locataires partiront à la fin du mois. D'ici là, tu te débrouilles. Je ne te dois plus rien. » Léo ne ressentit ni tristesse ni colère, juste un vide immense. Il avait espéré, stupidement, que son absence aurait changé quelque chose. Il hocha la tête, monta dans sa chambre, rassembla ses maigres affaires dans un sac de sport. Il n'attendit pas la fin du mois. Il ne voulait pas de cette maison hantée par les fantômes et la pitié. En partant, il croisa Manon. Elle avait appris son retour. « Tu t'en vas déjà ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Il n'y a plus rien pour moi ici, » répondit-il. Il quitta le village sans un regard en arrière, le soleil couchant dans son dos projetant son ombre solitaire sur la route. Rouen, la ville de ses parents, de leur rencontre. Léo y arriva sans un sou, avec pour seule richesse sa détermination. Il trouva une chambre de bonne minuscule sous les toits, avec vue sur les cheminées et les antennes. Les premiers temps furent difficiles. Des petits boulots, des chantiers, de la plonge dans des restaurants. Il découvrait la dureté et l'anonymat de la ville, si différents de l'hostilité personnelle du village. Un jour, en lisant les petites annonces dans un journal, son regard fut attiré par une offre. Grand cabinet d'avocats, recherche chauffeur privé. Expérience, discrétion et excellente présentation exigées. Cabinet d'avocats, l'ironie le fit sourire amèrement. Sans grand espoir, il postula. Il se présenta avec son seul costume, impeccable, et son calme militaire. Contre toute attente, son profil plut. Le chef du personnel apprécia sa droiture, son regard franc, son laconisme. « Vous êtes engagé. Vous serez le chauffeur personnel de Maître Dubois. » Le nom ne lui dit rien, il y avait des centaines de Dubois en Normandie. Le lendemain matin, il attendait devant un magnifique hôtel particulier du centre-ville, au volant d'une berline allemande noire et silencieuse. La lourde porte en chêne s'ouvrit, et un homme d'une 50aine d'années descendit les marches. Il était élégant, le cheveu grisonnant, le visage marqué par une autorité naturelle, mais aussi par une sorte de lassitude profonde. C'était Stéphane Dubois, son père. Léo ne le savait pas. Stéphane ne le savait pas. L'homme monta à l'arrière, plongé dans ses dossiers. « Au cabinet rue Jeanne d'Arc », dit-il d'une voix neutre, sans même regarder le visage de son nouveau chauffeur dans le rétroviseur. Le trajet se fit en silence. Léo était concentré sur la conduite, impressionné par le luxe discret de la voiture. Stéphane, lui, sentit un trouble étrange, une familiarité inexplicable en observant la nuque et les épaules de ce jeune homme. Il chassa cette impression. Il avait des affaires bien plus importantes en tête. Les mois passèrent. La routine s'installa. Léo était un chauffeur parfait, ponctuel, efficace, invisible. Il connaissait par cœur les habitudes de son patron, ses trajets, ses silences. Stéphane Dubois était un homme de peu de mots, entièrement dévoué à son travail. Il ne parlait jamais de sa vie privée. Léo apprit par les secrétaires qu'il avait été marié 2 fois après sa jeunesse sans jamais avoir d'enfant. Il vivait seul dans sa grande maison. Parfois, dans le rétroviseur, Léo surprenait son regard posé sur lui, un regard interrogateur, presque perdu. Une connexion étrange, informulée, flottait entre les 2 hommes dans le silence feutré de la berline. Léo mettait cela sur le compte de la solitude de cet homme riche. Il ne pouvait pas imaginer la vérité, cette vérité qui sommeillait dans leurs 2 sangs et qui ne demandait qu'une étincelle pour exploser. Un matin, Stéphane lui demanda de l'accompagner à l'aéroport. « Je vais chercher mes parents, ils reviennent de voyage. »
Léo gara la voiture et attendit avec son patron devant la porte des arrivées. Bientôt, un couple de personnes âgées, élégantes et visiblement aisées, apparut. C'étaient Gérard et Martine Dubois. Alors que Léo s'avançait pour prendre leurs bagages, le vieil homme s'arrêta net. Son visage devint blême. Il lâcha sa valise qui tomba sur le sol avec un bruit sourd. Sa main tremblante se porta à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Stéphane se tourna vers lui, inquiet. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal ?» Mais Gérard ne le regardait pas. Il fixait Léo, les yeux écarquillés par l'incrédulité. « C'est incroyable. Stéphane, regarde-le. C'est le portrait craché de mon frère Alexandre à 20 ans. C'est son fantôme. » Le retour en voiture fut d'une tension insoutenable. Martine essayait de calmer son mari, qui continuait de fixer Léo à travers le rétroviseur, murmurant des phrases incohérentes. Stéphane, d'abord agacé, commença à sentir un malaise grandir en lui, la ressemblance, ce trouble qu'il ressentait depuis des mois. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans son esprit avec une vitesse terrifiante. Il se pencha en avant. « Comment vous appelez-vous, jeune homme ?» demanda-t-il, la voix soudainement rauque. « Léo Martin, monsieur. »« Et d'où venez-vous ?»« D'un petit village de l'Eure. Valmont. » Valmont, le mot tomba comme une pierre dans le silence. Le cœur de Stéphane rata un battement. Il devait savoir. « Votre mère, comment s'appelait-elle » Léo sentit un frisson le parcourir. Pourquoi ces questions? Elle s'appelait Élise. Elle est morte il y a longtemps. Stéphane ferma les yeux, un gémissement étranglé s'échappant de ses lèvres. La vérité venait de lui exploser au visage. Il ordonna à Léo de s'arrêter sur le bas-côté. Il sortit de la voiture, chancelant, suivi de ses parents paniqués. Léo coupa le moteur, le cœur battant à tout rompre. Il ne comprenait rien. Stéphane s'approcha de sa portière et l'ouvrit. Son visage était dévasté. Les larmes coulèrent sur ses joues. « Léo, » commença-t-il, la voix brisée. « Mon Dieu, Léo, je suis... » Il ne pouvait pas finir sa phrase. C'est son père, Gérard, qui prononça les mots. « Élise. Élise de Valmont. C'était elle, n'est-ce pas, Stéphane, la fille que tu as quittée ?» Stéphane hocha la tête, incapable de parler, le regard fixé sur Léo. Léo comprit. Tout s'éclaircit d'un coup. Les insultes, la haine de Solange, le regard des villageois, sa propre solitude. Cet homme riche et puissant qu'il servait depuis des mois, c'était lui, l'ombre, le fantôme, son père. Une vague de nausée et de fureur le submergea. Il repoussa violemment la main que Stéphane tendait vers lui. « Mon père, vous, mon père est un lâche qui a abandonné sa femme et son fils. » Il sortit de la voiture et s'éloigna d'eux, marchant au bord de la route sans savoir où il allait. Il entendait Stéphane l'appeler, le supplier de revenir, mais chaque mot était comme du sel sur une plaie à vif. Il ne se retourna pas. Il marcha des heures, retrouvant le centre de Rouen à pied, mécaniquement. La ville, d'habitude si bruyante, lui semblait silencieuse. Il erra toute la nuit dans les rues pavées, sous le regard de la cathédrale. Des flashs de son enfance lui revenaient, le visage méprisant de Kévin, les mains calleuses de Solange, les larmes silencieuses de Manon. Et maintenant, le visage en pleurs de cet étranger qui prétendait être son père. Il se sentait vide, dépossédé de sa propre histoire, de sa propre colère. Sa rage, le moteur qui l'avait fait tenir pendant toutes ces années, n'avait plus d'objet. Ou plutôt, elle en avait un visage, un nom. Et c'était insupportable. Le lendemain matin, il retourna à son minuscule appartement, prépara son sac et laissa les clés sur la table avec un mot pour le propriétaire. Il n'avait nulle part où aller, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester ici. Il ne voulait plus jamais revoir cet homme. Il se dirigea vers la gare, son seul instinct le poussant à fuir. Mais vers où? Alors qu'il achetait un billet pour une destination au hasard, une voix l'interpella. « Léo !» C'était Martine, sa grand-mère. Elle était là, avec Gérard. Il l'avait en cherché toute la nuit. « S'il te plaît, mon garçon, ne pars pas comme ça. Laisse-nous t'expliquer. Nous avons été des monstres. Nous avons poussé notre fils à commettre l'irréparable. Nous avons une dette envers toi, envers la mémoire de ta mère. » Léo les regarda, ces deux vieillards chics et brisés. Il ne ressentait rien, pas de haine, pas de pitié, juste un grand vide.
Il n'y a rien à expliquer, dit-il d'une voix sourde. Vous avez fait votre choix il y a 20 ans, laissez-moi faire le mien aujourd'hui. Pourtant, il ne prit pas le train. Leurs paroles, leur désespoir sincère, avaient planté une graine de doute en lui. Il ne pouvait pas leur pardonner, mais il ne pouvait pas non plus fuir. C'était son histoire, après tout. Il décida de retourner là où tout avait commencé. Valmont. Il prit un bus, regardant le paysage normand défiler, ce paysage qu'il avait tant haï et qui, soudain, lui semblait étrangement familier. En arrivant sur la place du village, la première personne qu'il vit fut Chloé. Elle poussait une poussette, le visage marqué, les yeux cernés. Elle était mariée à Kevin. Elle le reconnut, un éclair de surprise puis de gêne dans le regard. « Léo, tu es de retour ?» Leur conversation fut brève, maladroite. Elle se plaignit de son mari, de sa vie étriquée. En la quittant, Léo ne ressentit aucune jalousie, aucune rancœur, seulement une profonde pitié. Son premier arrêt fut le cimetière. Il n'y était pas retourné depuis son départ. Il s'attendait à trouver les tombes de sa mère et de sa grand-mère envahies par les mauvaises herbes, mais elles étaient impeccables, le marbre était propre et un petit pot de pensées fraîches était posé sur chacune d'elles. Il resta là, abasourdi, une émotion nouvelle le serrant à la gorge. Qui avait fait ça? Solange? Impossible. Alors qu'il se posait la question, il vit une silhouette s'éloigner dans l'allée. Il reconnut la démarche. Manon. Il courut la rattraper. « Manon, attends !» Elle se retourna, surprise, un petit arrosoir à la main. Elle rougit en le voyant. « Léo, je ne savais pas que tu étais là. » Il désigna les tombes. « C'est toi, depuis tout ce temps ?» Elle hocha la tête timidement. Personne ne le faisait. Je ne voulais pas qu'elle soit seule. Ta mère était quelqu'un de bien. Je n'ai jamais cru aux histoires. Ils s'assirent sur un vieux banc de pierre à l'ombre d'un cyprès. Le silence entre eux n'était pas pesant, mais rempli de tout ce qu'ils ne s'étaient jamais dit. Manon était devenue infirmière. Elle travaillait à l'hôpital de la ville voisine, mais continuait de vivre à Valmont pour s'occuper de sa mère vieillissante. Elle lui parla de sa vie simple, de son travail, des petits riens qui faisaient son quotidien. Elle ne lui posa aucune question sur son absence, sur son retour soudain. Elle l'écoutait simplement. Pour la première fois de sa vie, Léo se sentit vu, pas comme le bâtard, pas comme le soldat, pas comme le chauffeur, pas même comme le fils retrouvé, juste comme Léo. Il lui raconta tout. La ville, le travail, la rencontre avec Stéphane, la révélation. Elle l'écouta sans l'interrompre, ses yeux gris reflétant sa douleur avec une compassion infinie. Quand il eut fini, elle posa simplement sa main sur la sienne. Ce contact simple et chaleureux brisa la dernière digue de glace autour de son cœur. Les jours suivants, il les passa avec elle. Il l'aidait dans son jardin, il se promenait le long de la rivière, il parlait pendant des heures. Il redécouvrait son village natal à travers ses yeux. Ce n'était plus une prison, mais un lieu avec sa propre beauté, sa propre histoire. Il alla voir Solange. La vieille femme fut choquée de le revoir. Il ne lui parla pas de Stéphane. Il lui dit simplement qu'il était revenu pour régler des choses. Elle le regarda avec un mélange de méfiance et, pour la première fois peut-être, une lueur de regret. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les champs de blé, Léo cueillit une marguerite et se tourna vers Manon. « Je n'ai rien à t'offrir, Manon. Pas de nom, pas de fortune, juste un passé en désordre et un avenir à construire. Mais je sais une chose, je ne veux pas le construire sans toi. » Il n'eut pas besoin de poser la question. Ses larmes de joie furent sa réponse. Leur bonheur naissant était simple et fragile, comme une jeune pousse au printemps. Léo commença à rénover la maison de sa mère, voulant en faire leur foyer. Il voulait y effacer les mauvais souvenirs et en créer de nouveaux. Il avait trouvé un travail de menuisier chez un artisan local, appréciant le labeur honnête et concret de ses mains. Il se sentait en paix, pour la première fois. Mais le passé n'avait pas dit son dernier mot. Un dimanche après-midi, alors qu'il réparait le portail du jardin avec Manon, la berline noire et silencieuse apparut au bout de la rue. Son cœur s'arrêta. Stéphane était au volant. À ses côtés, ses parents, Gérard et Martine. Ils étaient venus. Il l'avait trouvé. La voiture s'arrêta devant la maison. Stéphane en sortit, le visage grave, l'air plus vieux, plus fatigué que dans son souvenir. Il ne s'approcha pas.
Il resta là, sur la route, le regard fixé sur Léo, un regard plein de regret, de peur et d'une lueur d'espoir. Léo sentit la main de Manon se serrer sur la sienne. Il resta immobile, le marteau à la main, le cœur battant la chamade. C'était l'épreuve finale, fuir ou faire face. Stéphane fit un pas en avant, puis s'arrêta, comme s'il attendait une permission. « Léo », sa voix était à peine un murmure, « je ne viens pas pour te demander pardon, je sais que c'est impossible. Je viens juste pour te voir, pour savoir si tu vas bien. » Derrière lui, Gérard et Martine sortirent de la voiture, se tenant l'un à l'autre comme deux arbres fragilisés par la tempête. Ils regardèrent la maison, le jardin et ce jeune homme qui aurait dû être leur petit-fils, élevé dans l'amour et l'opulence, et qui se tenait là, en bleu de travail, le visage fermé. Manon pressa doucement le bras de Léo. « C'est à toi de décider, » lui chuchota-t-elle. Il regarda Manon, son havre de paix. Puis, il regarda ces trois étrangers qui étaient sa famille. Il posa son marteau. Lentement, il fit un pas en avant. L'histoire n'était pas terminée. Une nouvelle page incertaine et difficile était sur le point de s'écrire. Et c'est ici que notre histoire s'arrête, non pas sur une fin, mais sur un commencement. Le pardon est un chemin long et escarpé, et Léo vient à peine de poser le pied sur la première pierre. Il a trouvé l'amour, la seule vérité qui puisse guérir les blessures du passé, en la personne de Manon. Mais peut-on réellement construire un avenir en reniant ses racines, même si elles sont empoisonnées? La réconciliation avec son père et ses grands-parents ne sera pas un conte de fées, mais une négociation de chaque instant avec la douleur et le ressentiment. Le véritable tournant de l'histoire n'est pas la découverte de son père, mais la décision de Léo de ne plus être une victime de son passé, et de devenir l'architecte de son avenir. Il a maintenant toutes les cartes en main. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage intense et émouvant. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits et à partager cette vidéo. Et maintenant, nous aimerions avoir votre avis. Pensez-vous que Léo devrait pardonner à son père, ou certaines erreurs sont-elles impardonnables? Dites-le nous dans les commentaires.